on descend ici et on fait le camp ici. Ah ouais. Ensuite, le mercredi, on faisait tout ça et on descend ici. Là, vous faites 2 nuits ici. Le lendemain matin, on fait ça et après, on partait en pirogue. La bâche, ouais, il y a ça, là, ça c'est réussi. Voilà. Je suis naturaliste en Guyane depuis 18 ans. Là, je participe en fait à une mission dans le cadre de l'ABC Papa-Echton. C'est l'Atlas de biodiversité de la commune. On est sur la montagne Kotika, donc qui est l'un des plus hauts sommets de Guyane. Donc on a plus de 730 mètres d'altitude, ce qui est énorme pour la Guyane. Il n'y avait aucune donnée, quasi aucune donnée naturaliste sur ce site, car c'est très difficile d'accès. Et là, l'objectif, c'était d'inventorier au maximum, essayer de savoir un peu ce qui est présent. La bâche. On est tous là. Ce qui était prévu de faire cet après-midi, c'était de faire ça, cette partie-là. C'est une mission de 10 jours qui comporte entre guillemets 2 parties. Donc il y a une partie montagne où du coup on a 5 jours sur le sommet et 2 jours en bas de la montagne. Et après on part sur le fleuve, donc sur les abbatiers Kotika, qui est un grand complexe de sauts, donc avec des habitats complètement différents. Et là on y passe 3 nuits. Et l'idée du coup, c'est d'inventorier de la montagne au plus haut jusqu'au fleuve, passant du coup par tous les gradients d'altitude et du coup tous les types de forêts présents. On a très vite intégré que la biodiversité faisait partie intégrante de la gestion forestière. Et donc, à partir de 2005, on a travaillé sur un programme qui s'appelait Habitat pour pouvoir discriminer les différentes forêts, puisque on s'est aussi très vite perçu que ce n'était pas une et entière forêt guyanaise, mais bien différents types de forêts. On a développé une méthodologie qu'on a appliquée sur plusieurs sites, dont des sites dans le parc, au Mont Itoupé, au Mont Tumicumac, etc. Donc on a un partenariat avec le PAG, où on continue à caractériser des habitats au sein du parc, et où on a intégré plusieurs sites, le site de Grosso, un site autour de Papa-Echton, et les sites de montagne à Abati-Kotika. La dernière mission qu'on a faite dans le cadre de l'ABC de Papa-Echton. On est descendu sur la pente ouest jusqu'au Maroni, pour avoir quand même rien que sur la montagne, pas loin de 9 km d'écrits, et après on a décrit sur le Maroni l'îlet Bambou, et puis la zone de la crique Gaandaï. On a travaillé plus particulièrement sur la géomorphologie, c'est-à-dire la forme de relief, qui intègre justement toute l'évolution de l'écosystème. À des formes de relief sont associées une végétation, donc une forêt particulière, et sont associés aussi des types de sols particuliers, puisque le sol a une influence importante sur la forêt et sur la végétation qui va y pousser. Et donc c'est une association de ces différents paramètres qui fait qu'on a différents types de forêts, donc différents types d'habitats forestiers, qui ont des historiques, qui ont des fonctionnements différents et des compositions différentes. Pour la mission Habitat, généralement, on la distingue en 2 équipes. Une équipe de 3 personnes qui s'occupe de l'inventaire des arbres, de la caractérisation de la forêt. On inventorie à partir de 20 cm tous les arbres de 10 mètres de part et d'autre du layon, et sur généralement 3 km de long. Gianco Imata 45. C'est une végétation et je le vois au flashy, qui est un peu rigide là. Donc c'est typique des Mao noirs. Et dans la famille des Décidacées, on a plusieurs espèces. Mao noir 30. Ou 35. Ou 25. Donc là il vient d'annoncer un coco à 25 cm de diamètre. Donc je le note, coco 25. Et du coup là l'inventaire on le fait à l'essence. Et en fait une essence ça peut représenter de très nombreuses espèces, quoi. Et à l'espèce ça prendrait soit énormément de temps, puis ça serait impossible à faire sur ce type de transect et de protocole, quoi. Donc là ça permet de capter déjà une bonne information sur la diversité des sites de manière assez globale, quoi. Ça va ? Il est Non. mal en point. Non. Il est mal en point, mais Il est vivant. Ah d'accord. Ouais, ça ressemble. Ouais, c'est bien cèdre. 65. Alors le cèdre noir 65 et coco 20. C'est Soanea grandiflora. C'est un arbre qu'on trouve de bord de crique jusqu'au sommet des monts les plus élevés. Donc on en trouve à plus de 700 mètres sur les monts de Galbao. Elle s'adapte vraiment à toutes les conditions.
Mais c'est le fait qu'on est dans des forêts à nuages et qu'on a quand même une humidité permanente qui fait qu'elle s'adapte bien à ces milieux, quoi. Et puis derrière, on a une équipe de 2 personnes qui, eux, font une description justement de l'habitat en termes de hauteur de canopée, en termes de composition en palmier, en présence de lianes, en ouverture de canopée, en présence de chablis, etc. Il y a des fenêtres de ciel partout. Hein. Ouais. Chablis, on n'en a pas vu. Non, 15 mètres. 15 mètres. Ouais. Donc la forêt basse. Donc Ismaël, tu prends la distance au télémètre? Donc 10 mètres de distance. 10 mètres de distance, moins 25% au clisimètre. Et pente maximum sur la placette? Plus 25. Voilà pour la topo. On va se faire un petit trou pédo ici là. Ils font des sondages pédologiques, c'est-à-dire avec une carrière, on va faire des trous jusqu'à 1,20 m de profondeur pour voir comment est composé le sol, puisque ce sol a une influence sur la forêt, sur la végétation sur laquelle il pousse. Au toucher, essayer de voir la part d'argile, de limon et de sable. Très peu de taches, très peu de couleurs. Et on peut faire un petit boudin, c'est de l'argile. Donc on fait des sondages tous les 20 cm. Voilà. Voilà, regarde l'évolution de couleur. Là on arrive sur la roche en décomposition. On arrive sur du rouge franc qui s'effrite tout de suite. Là tu peux plus du tout faire le boudin. Il est sec au toucher, ça tâche énormément les doigts. C'est du limon, couleur rouge. On refera la couleur en labo de toute façon. On a la chance avec Quentin de participer à une mission pluridisciplinaire naturaliste. Ça c'est space. Hein. Le tic. Bah ouais. Bon, c'est un sucrier qui fait n'importe quoi. Je pense. Ouais. Non, ça c'est Pristimontis castomopus. Ouais. Et là il y a un truc qui gazouille en canopée là. On sait qu'il y a des espèces qui en Guyane sont présentes uniquement au-dessus de 500 mètres d'altitude. Donc la priorité de la mission c'est vraiment de trouver ces espèces-là. Et ensuite, en descendant, de retrouver, on va dire, le cortège des forêts matures de l'ensemble de la Guyane. Et donc notre rôle, nous, c'est de faire l'inventaire le plus exhaustif possible des oiseaux et des chauves-souris. Et ensuite, à côté, inventaire aussi, tout ce qui est présent, donc amphibiens, reptiles. On fait aussi les libellules, un peu les papillons. En fait, on essaie d'inventorier le maximum d'espèces. Après, c'est compliqué de tout faire, ça c'est évident. Petit à petit, voilà, on prend nos marques, hein, mais ouais, là, je sais pas, on est arrivé, on a 25 espèces, c'est peu, mais bon, ça va vite. Alors, demain matin, normalement, ça devrait fuser, quoi. Normalement. C'est vraiment la grenouille caractéristique de sommet, quoi. C'est une espèce qui est du coup rare et très localisée en Guyane. Stylé. Tu l'entendais là? Ouais, depuis qu'on est arrivé, je l'ai, mais elle est chiante à trouver, quoi. Bah, vu la taille, excuse-moi, mais moi, Puis sur là, mes je lunettes, l'attendais. là. Généralement, en ornithologie, on commence très tôt le matin. On commence par des écoutes sonores entre 5h30 et 6h30 du matin. C'est les premiers chants qu'on a de l'aube. C'est des observations sur des zones ouvertes, parce que là, on a ce qu'on appelle une drop zone, hein, une zone de posée hélico. C'est beaucoup des écoutes sonores. On voit en fait très peu d'oiseaux. C'est très très difficile en forêt d'arriver à mettre un oiseau dans une paire de jumelles. Donc là on profite de la canopée pour observer les rondes de canopée, donc les oiseaux qui vivent exclusivement en hauteur. Et après c'est arpenter en fait les layons qui ont été faits par le parc pour déceler le maximum d'espèces. Vous avez vu comment ça marche bien direct, il se rapproche.
Des petits cris. Le sommet de cette montagne, c'est unique. On se retrouve en fait dans ce qu'on appelle des forêts de nuages. Et donc avec une humidité qui est extrêmement forte, et donc énormément de lianes, énormément de plantes épiphytes, et un milieu extrêmement dense, et pour nous d'ailleurs très difficilement pénétrable et observable. Il y a un petit serpent marron fin, qui est barré dans la litière même. Oh ouais, tous les coups. Je crois qu'on est en train de faire les premières photos de mâle pour la Guyane. À vérifier, mais c'est cool. Tous les coups, c'est la femelle. Du coup, là, on vient d'observer des pirangas orangés, un gros tangara de canopée, où le mâle est tout rouge et la femelle jaunâtre. Donc là, on avait un couple plus un autre type femelle, donc probablement un jeune, donc c'est hyper intéressant. Un individu mâle qui était en train de se nettoyer posément sur une branche. La sous-espèce qu'on a en Guyane, elle est endémique du plateau des Guyanes, extrêmement rare. Je viens de le trouver ici, du coup c'est la 5e localité pour le territoire. C'est l'une des espèces qu'on voulait trouver ici. Ça c'est un calice sayaku, c'est commun. Par contre pas forcément évident à voir comme ils sont toujours en hauteur. Visiblement il y avait un jeune calice sayaku où il y avait un adulte qui le nourrissait. Donc ça c'est une donnée de reproduction, un nourrissage. Ça veut dire qu'il est nicheur sur le sommet. Toutes ces données-là sont hyper importantes pour la connaissance de la vie faune guyanaise. C'est super. Il ne doit pas avoir beaucoup de données de reproduction de calice sayaku. L'espèce la plus emblématique des monts guyanais, c'est l'araponga blanc. Et il a un cri extrêmement puissant. Et là, on l'entend derrière moi. Là. Il y a eu une espèce de trac à l'observation de l'araponga, dans le sens où c'est une espèce emblématique. On arrive très bien à les entendre, l'ambiance sonore est géniale, c'est caractéristique de ces forêts-là. Après, l'observation est très compliquée. Il reste en canopée, il se perche en évidence, mais très haut et rarement visible du coup depuis le sol. En cherchant bien, on arrive à entreapercevoir des fois dans une trouée un araponga, ce qui a été le cas là. C'est une famille assez particulière, les cotingidae. Il est entièrement blanc avec une caroncule énorme, c'est un oiseau absolument majestueux, quoi. Une caroncule, c'est un appendice de peau qu'il a, qui pend, qui fait balancer quand il chante. Le fait d'arriver à le photographier et à faire des vidéos, ça rajoute du coup des documents pour la Guyane qui sont importants dans le sens où il y a peu de photos des individus. Et puis par exemple là on en a vu qu'il n'y avait pas de caroncule, ça se trouve c'est des jeunes, c'est toujours intéressant. Et puis personnellement c'est toujours sympa de ramener des photos d'une bête aussi remarquable, quoi. Donc là on est sur une mare potentiellement explosive. Donc les explosifs c'est un grand phénomène de reproduction chez les amphibiens. Plusieurs dizaines de milliers d'individus peuvent venir sur ces mares justement pour se reproduire. Et ça arrive en fait très rarement dans l'année et c'est lié en fait à la pluviométrie. C'est quand les mares se remplissent. Et du coup hier on a eu une grosse averse. Et là, on a des espèces, notamment une qui est caractéristique de ces mares-là explosives. Et du coup, ça peut être très intéressant. Il peut y avoir d'autres espèces qui sont rares et remarquables sur cette mare. Du coup, c'est une libellule. J'ai jamais vu ça en Guyane. Je sais pas du tout ce que c'est. Je vois pas à quoi ça correspond. On dirait une Artémis.
Soit c'est Artemis regalis peut-être, mais ça serait énormissime. J'ai aucune idée. C'est très bizarre avec le front violet métallique et les reflets verts là. Non, puis elle est magnifique. Hein. C'est de la grosse balle. Ça t'arrive encore souvent de trouver des choses que tu connais pas? Oh, les bellules, ouais, ça arrive assez régulièrement, mais excellent. Bah, déjà, il va falloir creuser, savoir ce que c'est. T'as vraiment l'impression d'être utile, quoi. Les dernières nouvelles espèces, c'est souvent à la génétique, par exemple. On n'a pas remarqué qu'il y avait plusieurs espèces, tout simplement parce qu'elles n'avaient pas forcément de caractéristiques flagrantes. Et en plus, là, on a la chance que ce soit une bête magnifique, quoi. Coryphaechna amazonica. C'est une espèce qui a été décrite en 2015, elle est découverte récemment en Guyane. Et à l'heure d'aujourd'hui, on doit à peine avoir 10 données de cette espèce. C'est peut-être juste tout simplement de la sous-prospection, hein. Elle est peut-être plus commune que ce qu'on imagine. Et pour le moment, c'est une espèce très rare. Oh, les yeux, sublime. On ne fait pas beaucoup d'espèces, mais c'est que de la balle. Hein. On va monter donc des pièges pour attraper le soir les oiseaux du soir et la nuit les chauves-souris. Donc on a tenté de mettre 2 filets l'un sur l'autre en hauteur sur la drop zone parce qu'on a vu pas mal de chiros tourner. On a rajouté 7 autres filets en forêt. On voit, il n'y a rien. Alors? Que dalle. Il n'y a rien. Bah il n'y a rien. On a fait que 2 captures. Rhinophila pumio. Rhinophile naine. Ah, c'est marrant, tu vois bien les tétons, la perte de poil, puis tu vois, il est tout plat. Là, elle a un bébé quelque part. Je vais la relâcher direct, surtout qu'en fait, elle, j'ai absolument besoin de rien faire en mesure biométrique. La cormure des souches, une espèce insectivore qui est très commune, mais où on a énormément de mal à la capturer avec les filets. Du coup, elles sont très fortes en bioacoustique, en émission et réception des ultrasons, elles détectent facilement les filets et on n'arrive pas à les capturer. Toujours intéressant de faire de la biométrie, puis des photos. Première étape, du coup, c'est identifier la bête. Ensuite, je regarde, on va dire, l'état biologique, quoi. Donc, je regarde le sexe, l'âge et l'état reproducteur. Donc, sexe, du coup, c'est un mâle. Là, je peux pas savoir s'il est reproducteur. Chez les femelles, c'est facile parce que soit elles sont gestantes, soit elles ont des tétons qui sont très apparents. Et après, pour l'âge, tu vois, c'est l'usure des dents. Et là, sur les petites insectivores, les dents sont beaucoup trop petites et s'ouvrent pas facilement. Soit du coup, c'est la calcification des articulations. Chez les jeunes, en fait, elles sont très rectangulaires et transparentes. Chez les adultes, plutôt losange et bien formées. Là, c'est le cas. Donc là, elle fait 46 l'avant-bras. Et après la masse, du coup. Et elle fait 9,5 g. C'est vrai qu'elle est dodue, la cormura. Chez les petites insectivores, il y en a fait du 3 à 4 grammes. Ouais, c'est dans les plus petites du monde. C'est les petites. Cette espèce-là, Rhinophila pumio, elles font leur colonie sous une feuille. Elles n'ont pas besoin de cavité ni de grotte. En fait, elle va découper les bordures de feuilles, ça va plier la feuille, et quand la feuille par exemple est mal en point, elle cherche une autre feuille qu'elle redécoupe et elle reforme une pente. Elles ont pour moi inventé la notion du camping. Et du fait de pouvoir déménager régulièrement. Quoi. Ah tu vois, elle scanne. Tu peux y aller ma grande. Bon là pour l'instant on a 2 bêtes, donc c'est vraiment très peu. C'est quand même 2 espèces différentes, donc bon, c'est un début d'inventaire, hein, et ce soir on va rouvrir. Optimiste pour la suite de... Non. Non, pose pas cette question-là.
une observation de Grajaco, donc Bothrops bilineata, l'un des serpents les plus beaux de Guyane, vert émeraude. Du coup, c'est une vipère arboricole, donc il vit en canopée. Et parfois, on arrive à l'observer quand il descend, ouais. Donc, comme ça a été le cas lors de cette observation. Les plus gros dangers en forêt, c'est les chutes de branches, comme ça nous est arrivé tout à l'heure. Là, il y a une grosse branche qui est tombée sur le sentier, les chutes d'arbres. Puis après, se perdre. Des nids de guêpes, comme sur un des lions, là, on a dû contourner un nid de guêpe qui est énorme et potentiellement très dangereux. Évidemment, il y a les grages, puis les blessures anodines, hein, mais qui peuvent affecter sérieusement une mission, hein, une entorse, où voilà, tout de suite, ça va être compliqué, quoi. Vous avez fait de la graisse, c'est peut-être un œuf qui est en cours de préparation. Mais c'est clair, c'est génial. Du coup, c'est une femelle ultra par bec au coin. Il y a très probablement un œuf. Il y a une zone creuse là où tu vois c'est jaune. En fait, c'est qu'elle a fait un stockage de graisse. Il n'y a pas de plume dessus, mais c'est très fripré. Là, elle a un nid quelque part. Ouais, cool. Il y a des espèces qui sont caractéristiques de ces habitats d'altitude. On en a trouvé quelques-unes, notamment le piranga orangé, le petit duc de Roraima, l'araponga. Donc ça, c'est très bien. Il nous en manque, ça c'est sûr. On a énormément de mal à avoir un inventaire exhaustif. Ça fait 4 ou 5 jours qu'on est présent sur le site. Sur de la forêt vraiment de bonne qualité, on devrait déjà être à 150, peut-être 200 espèces. Là, on doit passer péniblement les 100. Ouais. Mais ça, c'est normal. Au niveau de la ressource alimentaire qui doit être nettement moins développée que plus bas, le manque d'eau, aussi le climat, hein, c'est très humide, il fait froid, il y a du vent. Les espèces sont présentes, mais en très faible quantité, et du coup, c'est très dur d'avoir tout ce cortège d'espèces forestières. Mais jusqu'à maintenant, on a eu des petits problèmes climatiques qui ont fait qu'on a très peu de données. Et la mission n'est pas finie puisqu'on est censé maintenant descendre vers le fleuve avec une halte sur un nouveau camp de base. Alors la seconde partie était un peu compliquée. Alors forcément avec les sacs à dos et tout, c'est pas parfait du coup pour observer, c'est évident. Mais sur le chemin, il y a toujours moyen d'observer pas mal de choses. Et là le souci, c'est que dès qu'on est parti de la montagne, ça a été le déluge tout de suite. Et on n'a rien pu faire au niveau ornithologique. On traverse des forêts hyper intéressantes qui sont des forêts submontagnardes, donc qui sont entre 200 et 400 mètres d'altitude. Arrivé au camp au pied de la montagne, donc ça change complètement d'habitat que le sommet qui est une forêt de nuages. On est resté 2 jours du coup sur ce camp-là et ça a été diluvien. On a eu une soirée, la première, sans pluie. Et on a pu faire un inventaire chiroptère assez correct avec 2-3 espèces assez intéressantes, dont une qui est assez rare et endémique du plateau des Guyanes, qui s'appelle la Lophostoma schulzi, la Lophostome de Schulz. Petite insectivore de sous-bois avec des grandes oreilles et une petite feuille nasale, qui est très sombre, qui n'est pas commune et qui est assez sympa. On a capturé un tamatia collier, donc qui est une espèce qu'on observe très difficilement et qui est une bête assez extraordinaire, mais qui n'est pas forcément très rare. Et le lendemain matin, boum, rebelote, puis toute la matinée. Donc du coup, sur ce camp-là, l'inventaire est de très loin non exhaustif. Après ensuite, du coup, on est arrivé sur les Baticotica, donc là, encore gros changement vraiment radical d'habitat. Donc c'est fleuve avec les sauts et les îles.
Comme on a eu des grosses averses, les niveaux d'eau avaient énormément monté. Et donc au lieu d'avoir du coup des dalles rocheuses où potentiellement on peut avoir des espèces qui sont inféodées à ces milieux, tous ces seaux étaient complètement submergés d'eau et des espèces qu'on a fini par avoir, mais avec difficulté et sans doute pas tout. On fait 189 espèces d'oiseaux. En chauve-souris, globalement, pas grand-chose, du fait qu'en haut, très peu de chauves-souris, ce qu'on s'attendait aussi, comme les oiseaux, mais aussi à cause des pluies, parce que quand il pleut, les captures de chauves-souris ne fonctionnent pas du tout. En amphibien, on a eu 2 espèces intéressantes. Et enfin, en libellule, alors on a quelques espèces intéressantes, des espèces qui sont considérées comme rares à l'échelle de la Guyane. Au moment où les connaissances avancent énormément sur les libellules. Quentin? Alors étonnamment, on a eu sur la DZ une espèce qu'on pensait une espèce commune parce que ça se ressemble énormément. C'est hallucinant, tu fais des photos. Et qui avait la particularité d'avoir des bandes noires sur les ailes. Bon, sur le coup, on a pensé que c'était une morphe particulière, un peu une anomalie. Peut-être possible que ce soit une première. Et au final, non, il s'avérait qu'avec les spécialistes du Suriname, ils ont confirmé que c'était Ginacantha bifida, donc une nouvelle espèce pour la Guyane. Au total, on fait 246 espèces de vertébrés. Donc, je ne compte pas tout ce qui est papillons, menthe-phasmes, libellules. 53 espèces protégées, plus 8 espèces protégées avec habitat. Ça, c'est encore plus intéressant dans le sens où c'est le plus fort statut de préservation d'une espèce en France. La montagne Kotika, au sommet, pour l'instant, il y avait une donnée dans la base existante en Guyane, un seul oiseau. Donc là, tout ce qu'on voit, en fait, ça va rentrer dans une base de données qui va enrichir les connaissances du parc et qui devrait servir pour l'ABC de Papaichton. Au-delà de ça, toutes ces données sont transmises du coup sur une base de données nationale ou avec un portail régional qui s'appelle Faune Guyane, qui est accessible d'ailleurs par tout le monde. De ça, en fait, on peut sortir énormément de statistiques et des tas d'informations. Et tout ça aide à une meilleure connaissance de la biodiversité et du coup une préservation bien plus efficace. Connaître les espèces et savoir comment et pourquoi les protéger. Nous, c'est vraiment tout ce qu'on aime, hein. C'est justement aller au cœur des forêts, aller les décrire sur le terrain. C'est vraiment l'essence même de notre travail. C'est pas qu'une analyse de données au bureau, c'est le cœur du métier, quoi. Et c'est quelque chose qui est assez riche, quoi, et très enrichissant pour nous. Sur Montagne Kotika, on a un étage submontagnard, c'est-à-dire des forêts au-delà de 500 mètres d'altitude, qui ont aussi des compositions différentes. Et donc ça nous permet justement d'affiner et de comparer ailleurs sur le territoire, notamment les monts Itoupé aussi, qui ont des forêts submontagnards, si finalement on a vraiment un type montagnard qui a des caractéristiques et des compositions similaires. Jusqu'à présent, on arrive assez bien à démontrer que quand on est sur un type montagne, on a quand même un fonctionnement et une composition qui a des bases communes. Qu'on a pu trouver sur le flanc de la montagne Kotika, c'est une nouvelle espèce pour la Guyane qu'on avait identifiée aussi sur les monts Belvédère de Saül et qu'on a identifié également sur les monts Galbao, qui est un Acacia polyphylla, qui est un arbre très très rare et peu connu en Guyane. On le trouve que sur le type de forêt de montagne. Et c'est important de pouvoir caractériser cette forêt pour pouvoir après aussi la relier aux autres inventaires qu'on va pouvoir faire dans les autres disciplines et pour voir que telle ou telle espèce de mammifère ou telle espèce d'insecte ou telle espèce d'oiseau est plus présente dans tel type d'habitat et permettre après une prise en compte peut-être particulière. En l'occurrence, la montagne Kotika, elle, est déjà inscrite dans un site classé, un site inscrit, etc. Mais il y a certainement d'autres sites qui mériteraient une prise en compte particulière. Et il est important de pouvoir caractériser cette biodiversité pour pouvoir justement avoir des arguments pour dire ça vaut vraiment la peine d'appliquer une gestion particulière à ce type de zone. C'est pour ça qu'on s'inscrit dans l'atlas de biodiversité de la commune. C'est bien pour intégrer la composante biodiversité de la commune dans l'aménagement du territoire de la commune de Papaichton pour qu'ils prennent des décisions à bon escient par rapport à la connaissance de leur commune. Il y a des forêts qu'on pourrait classer de banales et qui ne sont pas banales du tout, qui ont quand même dans le cadre de leur composition, de leur fonctionnement, toute leur part dans la prise en compte de la biodiversité. On ne peut pas se dire que si on préserve que, par exemple, la montagne Kotika,
on préserve la diversité de l'ensemble de la commune. Non, il y a d'autres types d'habitats qui méritent une prise en compte. Et c'est tout l'objet de l'étude qu'on a menée. C'est des missions quand même rarissimes. Une seule mission ne suffit pas à dire tiens on connaît la montagne Kotika, ça c'est évident. Non, il y a forcément des nouvelles espèces pour la Guyane, voire des nouvelles espèces à décrire.